On m'a dit que mes parents avaient cédé l'atelier familial de métallurgie à mon frère, alors j'ai arrêté de travailler 80 heures par semaine gratuitement. Une semaine plus tard, mon père a appelé, paniqué. Notre plus gros client est sur le point de nous quitter. J'ai répondu calmement, laisse Marc s'en occuper. Bien, Reddit. J'ai passé 10 ans à travailler dans l'atelier de métallurgie de ma famille. Pas de salaire, juste le gîte et le couvert et de vagues promesses de participation au capital. Puis j'ai trouvé le plan de succession, glissé derrière des dossiers. Mes parents donnaient tout à mon jeune frère, Marc, qui ne sait même pas utiliser les machines. Alors, je suis partie. Maintenant qu'ils sont en difficulté, ils me supplient de revenir. Voici ce qui s'est passé. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans. 10 ans de ma vie ont disparu dans cet atelier à Saint-Étienne. La zone industrielle près de la Loire, où tout sent le liquide de coupe et le métal brûlé. C'est là que j'ai passé ma vingtaine à m'éreinter pour une entreprise que je pensais serait un jour la mienne. J'ai commencé juste après avoir terminé mon CAP. Mon grand-père a fondé l'entreprise en 1978. Il a commencé avec une seule machine CNC et un rêve. Au moment où je suis arrivé, nous avions 6 fraiseuses CNC, 3 tours, une installation de soudage complète et des contrats avec la moitié des usines de fabrication de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaillais 80 heures par semaine. Ce n'est pas une exagération. Je me présentais à 5 heures du matin pour préparer les machines, charger les programmes, lancer la première production. Je passais mes journées à faire fonctionner les CNC, à souder aux tiges, à fabriquer des supports sur mesure, à programmer les parcours d'outils, à traiter avec les fournisseurs et à gérer les clients qui exigeaient des tolérances impossibles sur des pièces qu'ils avaient mal conçues. Je partais vers 21 ou 22 heures, parfois plus tard si nous avions une commande urgente. Mes mains étaient constamment tachées d'huile de coupe. J'avais des cicatrices dues aux copeaux de métal et des brûlures dues aux projections de soudure. Mon dos était brisé à force de soulever des plaques d'acier, et mon oui était à moitié perdu à cause du bruit des machines. Ma vie sociale était inexistante. Mes amis ont arrêté de m'inviter après la 50e fois où j'ai dit que je ne pouvais pas venir. Les rencontres amoureuses étaient une blague. On ne peut pas vraiment maintenir une relation quand on est marié à une fraiseuse. Mais j'ai continué parce que je pensais que je construisais mon avenir. Mes parents disaient toutes les bonnes choses, c'est l'héritage de notre famille. Tu investis en toi-même. Un jour, tout cela te rapportera. J'ai tout gobé comme un idiot. Voilà le problème, il y a toujours un enfant préféré. Et mon frère, ce n'était pas moi. Mon frère Marc a 3 ans de moins que moi, il a 29 ans maintenant. Il arrivait vers 10h30, prenait un café à la machine sophistiquée que mes parents avaient achetée pour le bureau, passait 1 heure à faire défiler son téléphone, répondait peut-être à 1 ou 2 emails, puis disparaissait pour un déjeuner de 2 heures. Il revenait vers 15 heures, traînait dans le bureau climatisé, puis s'en allait vers 16h30. Sa contribution ? Assister à l'occasion à des réunions clients où j'avais déjà fait tout le travail technique, s'attribuer le mérite de projets que j'avais conçus et fabriqués, posters sur le compte Instagram de l'entreprise avec des légendes comme « une autre réalisation réussie par notre équipe », tout en posant à côté de pièces que j'avais fabriquées. Et tenez-vous bien, mes parents lui versaient un salaire, 45 000 € par an, pour faire du mannequinat Instagram à temps partiel. Pendant ce temps, j'avais le gîte et le couvert chez mes parents. Pas d'argent, pas d'assurance maladie, pas de retraite, juste une chambre et ce qui restait dans le réfrigérateur. Marc conduisait un camion récent. Mes parents l'avaient acheté pour lui parce qu'il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour les réunions clients. Je conduisais une vieille bagnole de 20 ans qui consommait de l'huile et dont le voyant moteur était allumé depuis 2008. Mais je ne me plaignais pas. Je gardais la tête basse et je travaillais. Je pensais que les actions parlaient plus fort que les mots. Je pensais que si je continuais à faire mes preuves, mes parents finiraient par voir ma valeur. Non. Il s'est avéré que je construisais le royaume de quelqu'un d'autre. Le mois dernier, tout a changé. J'étais au bureau vers minuit, en train de finir la paperasse pour un gros contrat de dispositifs médicaux. Nous venions de livrer 200 composants en titane sur mesure avec des tolérances plus serrées que tout ce que nous avions fait auparavant.
J'étais en train de classer les documents de contrôle qualité quand j'ai remarqué une enveloppe glissée derrière de vieux classeurs. Il y avait un tampon rouge, confidentiel, sur le devant. Je gérais la plupart des tâches administratives de l'atelier. Voir quelque chose marqué, confidentiel, que je n'avais jamais vu auparavant a déclenché des alarmes. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un plan de succession daté de 4 mois auparavant. Des documents juridiques, des papiers de transfert de propriété. Mes parents transféraient 100% de la propriété de l'entreprise à Marc. Mon nom n'apparaissait nulle part, sauf sur la liste des employés. Oui, la liste des employés. 10 ans de ma vie, 80 heures par semaine, des milliers de pièces fabriquées, des millions en contrats que j'avais décrochés. Et selon ces papiers, je n'étais rien, juste de la main-d'œuvre. Je suis resté là à le lire encore et encore. L'atelier était silencieux, à l'exception du bourdonnement du déshumidificateur. La colère est venue en premier. Ce sentiment de brûlure dans la poitrine quand on réalise qu'on a été manipulé. Puis la tristesse quand on comprend que ses propres parents ont regardé tout ce que vous avez fait et ont décidé que ça ne valait rien. J'ai pensé à tous ces matins où je me traînais hors du lit à 4h30. Tous les week-ends passés à l'atelier pendant que tout le monde était au stade Geoffroy-Guichard. Les amis qui ont arrêté d'appeler, les relations qui n'ont jamais eu lieu, la vie que j'avais abandonnée, les sacrifices. Et ils ont décidé que Marc le méritait. Marc, qui ne savait pas programmer une CNC pour sauver sa vie. Marc, qui ne connaissait pas la différence entre l'aluminium 6061 et 7075. Le gars qui n'avait probablement jamais passé plus de 30 heures dans l'atelier en une semaine donnée. J'ai ramené les documents à la maison, je n'ai pas dormi, je suis resté assis dans ma chambre à regarder le plafond, revivant chaque instant. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. C'était fini. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle, j'ai conduit jusqu'à l'atelier comme toujours, mais au lieu de démarrer les machines, je me suis assis au bureau et j'ai rédigé ma démission sur du papier à en-tête de l'entreprise. J'ai démissionné. Bonne chance pour faire tourner cet endroit sans moi. Vous en aurez besoin. J'ai laissé la lettre sur le bureau de mon père, j'ai pris mes outils personnels, le vieux casque de soudage de mon grand-père qu'il m'avait donné quand j'ai commencé, et une photo de lui et moi de ma première semaine. Puis je suis parti, j'ai pris la voiture alors que le soleil se levait sur la baie. Pour la première fois en 10 ans, je n'avais pas besoin d'être quelque part à 5 heures du matin. Je n'avais de compte à rendre à personne. C'était terrifiant et libérateur à la fois. J'ai atterri chez mon ami Théo. Il avait un canapé et ne posait pas trop de questions. J'ai passé mon temps à essayer de trouver quoi faire ensuite. À 32 ans, sans véritables économies et avec une décennie de travail impayé, mes options semblaient limitées. Puis, exactement 8 jours après ma démission, mon téléphone a sonné. Mon père, sa voix semblait tendue, presque paniquée. « Antoine, tu es sérieux? Où es-tu passé? On a besoin de toi tout de suite. » Le compte Précision Dynamics. Ils menacent de se retirer. Ils disent que la qualité a baissé et que personne ne répond à leurs questions techniques. On ne peut pas se permettre de les perdre. Précision Dynamics, notre plus gros client, un fabricant de dispositifs médicaux. Il représentait environ 40% de nos revenus. Travail de haute tolérance, pièces complexes, spécifications exigeantes. J'avais bâti cette relation sur 4 ans. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Une semaine auparavant, je me serais précipité pour tout arranger. Mais plus maintenant. Laisse Marc s'en occuper, ai-je dit calmement. C'est le propriétaire maintenant, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il trouvera une solution. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait fort, mais je ne me sentais pas coupable. Mais raccrocher au nez de mon père n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Mon téléphone a explosé après cet appel. Ma mère. Mon père à nouveau. Des SMS de Marc qui commençaient par « Quel est ton problème ?» et qui ont dégénéré en « Tu vas le regretter ». Je les ai tous ignorés. Théo est entré dans le salon. « Tout va bien, mec ? » « Ouais, juste ma famille qui réalise qu'ils ne peuvent pas gérer leur entreprise sans moi. Il était temps que tu te retires de cette situation,
a-t-il dit. Je t'ai vu te tuer à la tâche pour cet atelier pendant des années. Pourquoi? Rien. Théo était électricien syndiqué. Il gagnait bien sa vie, avait des avantages, travaillait ses 40 heures et rentrait chez lui. Il me disait depuis des années que je me faisais avoir. 3 jours plus tard, j'étais en train de manger dans un petit restaurant de l'Est quand j'ai vu mes parents entrer. Ma mère m'a repéré la première. Son visage a traversé environ 5 émotions différentes. Surprise, colère, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, puis juste de la froideur. Ils se sont approchés de ma table. Mon père est resté debout, a essayé de me dominer comme si cela allait m'intimider pour que je rentre dans le rang. On a besoin de parler, a-t-il dit. Pas vraiment, ai-je répondu, en me concentrant sur mes œufs. Tu es puéril, Antoine. L'entreprise a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. C'est drôle. Le plan de succession ne mentionnait rien sur le fait que j'étais nécessaire. Il disait juste que Marc obtenait tout. Ma mère a interrompu. Tu n'étais pas censé voir ça encore. Nous allions en discuter avec toi correctement. Mais quand? Après encore 5 ans de travail gratuit? Tu habitais chez nous, a dit mon père, gratuitement. On te nourrissait. Ce n'est pas rien. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 10 ans. J'ai ramené Précision Dynamics. J'ai décroché les contrats avec Badger Manufacturing et Superior Components. J'ai conçu les gabarits sur mesure qui ont augmenté notre efficacité de 30%. J'ai formé chaque nouvel employé. Et vous pensez que le gîte et le couvert couvrent ça? D'autres personnes dans le restaurant commençaient à regarder. Le visage de mon père devenait rouge. Marc est ton frère, a dit ma mère, il a plus besoin de stabilité que toi. Tu es capable. Tu peux te débrouiller seul. Il a besoin d'une structure. Oui, c'est le problème, ai-je interrompu. Vous lui avez tout donné, y compris 10 ans de mon travail. Mon père s'est penché plus près. Si tu ne reviens pas, l'entreprise fera faillite. Est-ce ce que tu veux? Détruire l'héritage de ton grand-père par vengeance? Celle-là m'a presque atteint. Mais ensuite j'ai pensé à Marc postant des histoires Instagram depuis le stade Geoffroy-Guichard pendant que je faisais des heures supplémentaires. J'ai pensé à lui conduisant ce nouveau camion pendant que je grattais de l'argent pour l'essence. Non, ai-je dit, vous avez fait ça quand vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus dans l'avenir d'une entreprise que j'ai bâtie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mes œufs refroidissent. Ils sont restés là quelques secondes de plus. Ma mère semblait vouloir dire autre chose, mais mon père lui a attrapé le bras et l'a éloigné. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de penser à mon grand-père. Il avait bâti cet atelier à partir de rien. Il me racontait des histoires sur les débuts. Comment il avait économisé pour acheter cette première machine CNC. Comment il avait construit des relations avec les clients basées sur la qualité et la confiance. Il avait un journal. Je me souvenais l'avoir vu il y a des années, quand j'aidais à organiser le grenier. Je ne l'avais jamais vraiment regardé de près, mais maintenant j'étais curieux. Je suis retourné chez mes parents à 2 heures du matin, garé dans la rue, je me suis faufilé dans le garage détaché où ils stockaient de vieilles affaires, j'ai trouvé les boîtes du grenier. Il m'a fallu 1 heure, mais j'ai trouvé le journal, couverture en cuir, page jaunie par le temps, l'écriture de mon grand-père. Je me suis assis dans mon camion avec une lampe de poche, lisant page après page. Il documentait tout, les difficultés du démarrage, sa philosophie des affaires, ses réflexions sur la famille et l'héritage. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Glissé entre 2 pages, il y avait un accord manuscrit daté de 1991. Le langage était clair, cette entreprise appartient à ceux qui la construisent. Quiconque donne sa sueur et son talent pour faire fonctionner cet atelier mérite de partager son succès. Personne ne devrait revendiquer le travail d'un autre homme comme le sien. Mon grand-père voulait de l'équité, de la justice. Il voulait que l'entreprise revienne à celui qui faisait réellement le travail, pas seulement à celui qui était le préféré. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Cela changeait tout. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. L'avocat s'appelait Eric. Un jeune homme,
peut-être 35 ans, il avait un petit cabinet à Lorme. Le cousin de Théo l'avait utilisé pour un litige contractuel et avait dit qu'il était bon. Je suis entré dans son bureau avec le journal de mon grand-père et un dossier de documents que j'avais imprimé. Il a tout examiné méthodiquement. Après environ 90 minutes, il a levé les yeux vers moi. « Cet accord de votre grand-père », a-t-il dit en tapotant le journal. Ce n'est pas un document juridique formel, mais il établit une intention claire du fondateur. Combiné à vos contributions documentées, nous pourrions avoir un dossier. Pourrions ? Nous devons prouver 3 choses. Premièrement, que vous étiez le principal moteur du succès de l'entreprise. Deuxièmement, que le plan de succession actuel viole les souhaits documentés de votre grand-père. Troisièmement, que votre frère est inapte à diriger l'entreprise. La troisième partie ne sera pas difficile, ai-je dit. Eric a souri. Nous avons besoin de preuves, cependant. Tout ce que vous pouvez obtenir. Témoignages de clients, dossiers financiers, preuve que l'entreprise dépendait spécifiquement de vous. J'ai peut-être quelque chose là, ai-je dit. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des preuves comme si ma vie en dépendait. J'ai parcouru les vieux emails que j'avais sauvegardés. J'ai trouvé des messages de clients louant spécifiquement mon travail. L'un d'eux, de l'ingénieur de précision Dynamics, Antoine, votre souci du détail sur ces pièces est la raison pour laquelle nous revenons toujours. Vous comprenez nos spécifications mieux que quiconque. Un autre de Badger Manufacturing, nous avons essayé 3 autres ateliers avant de vous trouver. Les connaissances techniques d'Antoine ont résolu des problèmes que nos propres ingénieurs ne pouvaient pas résoudre. J'ai fait des feuilles de calcul montrant la croissance de l'entreprise sur mes 10 ans par rapport à la décennie précédente. Les revenus avaient presque triplé. La fidélisation des clients était passée de 60% à 92%. Nous nous étions développés dans la fabrication de dispositifs médicaux, de composants aérospatiaux et de pièces automobiles de précision. Tous les secteurs dans lesquels j'avais pénétré. Puis j'ai fouillé dans les dossiers financiers. J'avais toujours accès à de vieux relevés bancaires que j'avais sauvegardés sur une clé USB. J'ai commencé à examiner les dépenses de la carte de l'entreprise de Marc. Ce que j'ai trouvé était impressionnant. Je veux dire, incroyablement criminel. Marc utilisait la carte de l'entreprise comme son distributeur automatique personnel. Des dépenses chez Auchan, Boulanger, des restaurants loin de nos clients. Des abonnements saisonniers pour les matchs des verts marqués comme divertissement client, même si nous avions des emails prouvant que ces clients n'avaient pas assisté. Un voyage de 5 jours en Ardèche facturé comme une conférence d'affaires pendant une semaine où aucune conférence industrielle n'avait lieu. Mon préféré était un système de cinéma maison de 4 000 € livré à son appartement, répertorié comme équipement de bureau. J'ai tout organisé, fait des copies, apporté tout à Eric. Il a sifflé quand il a vu les preuves financières. C'est significatif, Antoine. Il s'agit de responsabilité fiduciaire. Si nous pouvons prouver que votre frère a détourné des fonds de l'entreprise, cela renforce notre argument qu'il est inapte à posséder l'entreprise. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à monter le dossier. Eric voulait plus de preuves que mon départ avait un impact sur l'entreprise. J'ai appelé d'anciens collègues. Il y avait cette femme nommée Caroline. Elle gérait le contrôle qualité. Nous avions travaillé ensemble pendant 7 ans. Antoine, honnêtement, c'est le chaos sans toi, a-t-elle dit. Marc essaie de gérer des travaux qu'il ne comprend pas. La semaine dernière, il a mal programmé une fraiseuse et a détruit une pièce en titane de 50 000 €. Ton père a perdu la tête. Nous avons 3 semaines de retard sur la commande de précision Dynamics et il menace de partir. Seriez-vous prête à le documenter ? Absolument. J'ai obtenu des réponses similaires de 2 autres employés. Ils ont tous accepté de fournir des déclarations écrites. Puis j'ai reçu un appel qui a tout changé. Franck. C'était le meilleur ami de mon grand-père et le premier employé de l'atelier. Retraité il y a 5 ans, mais vivait toujours à Saint-Étienne. Antoine, j'ai entendu ce qui se passe avec tes parents et l'entreprise. Ouais, c'est le bordel, Franck. Ton grand-père aurait honte d'eux. Il m'a spécifiquement dit qu'il voulait que cet atelier revienne à celui qui mettait le travail. C'était toute sa philosophie.
Il a même écrit ça dans son journal. Je l'ai trouvé. Bien. Ce journal a du poids. Écoute, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Frank vivait dans une petite maison près de l'aéroport. J'y suis allé cet après-midi-là. Il m'attendait sur son Porsche. Il m'a conduit à l'intérieur dans son atelier de garage. J'ai nettoyé de vieilles affaires. J'ai trouvé ça. Il m'a tendu une boîte de photographies. Des photos des débuts de l'atelier. Mon grand-père faisant fonctionner cette première machine CNC. Puis des photos à travers les années, y compris des dizaines de montants là-bas. Ton grand-père les a prises lui-même, a dit Frank. Tu remarqueras quelque chose à propos de ces photos de tes années. Je les ai parcourues. Photo après photo me montrait en train de travailler, de faire fonctionner des machines, de souder, de programmer, de rencontrer des clients. Dans beaucoup d'entre elles, mon grand-père était en arrière-plan, me regardant travailler avec une expression fière. Il savait que c'était toi. Frank a dit, il me l'a dit plusieurs fois. Frank, il disait, Antoine a ça. Il a l'éthique de travail, la compétence, le dévouement. J'ai senti une boule dans ma gorge. Pourquoi ne l'a-t-il pas mis par écrit alors? Le rendre officiel? Il l'a fait. Oui, il a essayé. Il travaillait sur des documents de succession mis à jour juste avant de mourir. Il avait un rendez-vous avec son avocat, mais la crise cardiaque l'a emporté en premier. Tes parents ont dû imposer leur propre plan après. Frank a sorti une dernière chose, un vieux dossier. Ce sont des contrats que ton grand-père a signés il y a 30 ans. Regarde le langage dans les premiers par rapport aux plus récents. J'ai parcouru les contrats. Frank avait raison. La progression était claire. Mon grand-père avait construit vers quelque chose de plus équitable. Eric a presque sauté de sa chaise quand je lui ai montré les nouvelles preuves. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Les photos établissent un modèle clair. Les intentions notées de votre grand-père, soutenues par le témoignage de son ami, donnent du poids à l'entrée du journal. Nous ne discutons plus seulement d'héritage. Nous discutons d'honorer les souhaits documentés d'un fondateur. Il a exposé le plan. Nous déposerions une plainte pour invalider le plan de succession basé sur l'accord de mon grand-père. Nous soutiendrions que j'étais l'héritier légitime en fonction de mes contributions. Et nous utiliserions la mauvaise gestion financière de Marc comme preuve qu'il ne devrait pas être en charge. Mais Antoine, je dois te faire comprendre quelque chose. Eric a dit, ça va devenir moche. Ta famille va riposter. Ils vont essayer de te peindre comme avide ou vindicatif. Es-tu prêt pour ça? J'y ai réfléchi quelques secondes. 10 ans de ma vie, 80 heures par semaine, pas de salaire, pas de reconnaissance. Oui, j'étais prêt. Faisons-le, ai-je dit. Il a déposé la plainte 2 jours plus tard. Elle exposait tout. Le journal de mon grand-père et sa philosophie documentée, le témoignage de Frank, mes 10 ans de contribution, les dossiers financiers montrant l'utilisation abusive des fonds par Marc, des photos couvrant une décennie. Nous ne rigolions pas. Mes parents ont été signifiés 3 jours après le dépôt. Puis Marc. Mon téléphone a recommencé à sonner. Des SMS de ma mère, des messages vocaux de mon père. Marc m'a envoyé un message m'insultant de tous les noms. J'ai bloqué son numéro et j'ai continué. L'audience préliminaire était fixée pour 3 semaines plus tard. Ces 3 semaines ont semblé durer 3 ans. Je ne pouvais pas dormir. Je passais mes nuits chez Théo à jouer ou à regarder des films, essayant de me distraire. L'atelier s'effondrait sans moi. J'en ai entendu parler par Caroline, qui m'envoyait des SMS. Marc a essayé de gérer le nouveau projet aérospatial aujourd'hui. Il a foiré les décalages d'outils et a mis au rebut 3 pièces. Les clients sont furieux. Ton père a embauché un gars pour te remplacer. Il a démissionné après 2 jours. Il a dit que Marc était impossible à travailler. Précision Dynamics a officiellement retiré son compte. Ils vont avec Usinage Précision de Lyon à la place. Chaque message était à la fois une justification et une douleur. Cet atelier était l'héritage de mon grand-père. Les voir le détruire par incompétence me faisait plus mal que je ne l'avais imaginé. Un après-midi,
J'étais au Carrefour Express pour prendre un café quand j'ai rencontré Marc. Il prenait des boissons énergisantes. Il m'a vu et son visage s'est tordu en quelque chose de laid. C'est de ta faute, a-t-il dit assez fort pour que d'autres clients regardent. Comment ça? L'entreprise s'effondre parce que tu es trop un bébé pour ne pas être le fils préféré. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Marc, tu ne saurais pas programmer une CNC même si ta vie en dépendait. L'entreprise s'effondre parce que tu es incompétent, pas parce que je suis parti. Son visage est devenu rouge. Je gère cet atelier très bien. Tu as perdu Précision Dynamics. Il représentait 40% de nos revenus. Comment c'est très bien? On trouvera d'autres clients. Avec quelle qualité? Tu as mis au rebut 3 pièces aérospatiales hier parce que tu ne sais pas monter un travail correctement. Il s'est approché, a essayé de me faire face. Tu vas perdre ce procès. Puis tu reviendras en rampant, et je vais m'assurer que tout le monde sache quel loser tu es. Bonne conversation, Marc. Je suis passé devant lui. Inutile de discuter avec quelqu'un qui ne voyait pas la réalité. 2 jours avant l'audience, Franck m'a appelé. Antoine, j'ai trouvé autre chose. Je parcourais d'autres vieux dossiers de ton grand-père. Il tenait des registres de qui travaillait sur quel projet et a fait une feuille de calcul pour chaque projet majeur au cours des 10 dernières années. J'ai noté qui était l'opérateur principal. Tu veux deviner le résultat? J'espère que c'est une bonne nouvelle. 93% des projets. Tu étais l'opérateur principal ou unique sur 93% des travaux au cours de la dernière décennie. Peux-tu en témoigner? J'ai déjà dit à ton avocat que j'étais disponible. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis resté allongé sur le canapé de Théo à regarder le plafond. Le tribunal de Saint-Étienne était un vieux bâtiment du centre-ville. Je suis arrivé 1 heure plus tôt, assis dans mon camion sur le parking, regardant la Loire à travers les bâtiments. Eric est arrivé. Nous avons tout revu une dernière fois. L'avocat de ta famille va essayer de te peindre comme amer. Ne leur donne pas de munitions. Sois professionnel. Mes parents et Marc sont arrivés juste avant le début de l'audience. Ils avaient avec eux un avocat de Lyon. Nous sommes tous entrés dans la salle d'audience. La juge était une femme âgée, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris courts et des lunettes de lecture. La juge Denise Portier. Elle avait l'air sévère mais juste. L'audience a commencé. Eric a commencé. Il a tout présenté. Le journal de mon grand-père, le témoignage de Franck sur les intentions de mon grand-père, et la ventilation statistique. Les photos, les témoignages de clients, les déclarations d'employés. Puis il a montré les preuves financières, les dépenses de la carte de l'entreprise de Marc, 75 000 € de dépenses personnelles sur 3 ans. Chaque reçu a grandi sur l'écran. Le tribunal est devenu silencieux. Votre honneur, ces dépenses ont été imputées au compte de l'entreprise sans aucun but commercial légitime, a dit Eric. Électronique personnelle, divertissement, voyage sans rapport avec toute activité commerciale. Le débat a continué. Chaque dépense que leur avocat a essayé de justifier. Eric a démoli chaque justification avec des documents. Puis sont venus les témoignages. J'ai commencé. Eric m'a interrogé sur mon histoire avec l'entreprise, ma relation avec mon grand-père, mes contributions. Je croyais que je construisais quelque chose, ai-je dit. Je pensais que mon travail comptait. Quand j'ai trouvé le plan de succession, j'ai eu l'impression que toute ma vie d'adulte avait été un mensonge. Leur avocat m'a contre-interrogé, a essayé de faire croire que j'étais juste en colère. J'avais 22 ans quand j'ai commencé, ai-je dit. Je faisais confiance à mes parents. Ils disaient que je bâtissais de l'équité, que c'était une entreprise familiale et que nous en bénéficierions tous. Je ne pensais pas avoir besoin d'un contrat avec ma propre famille. Mais vous n'avez jamais demandé de documents de propriété. Non, parce que je leur faisais confiance. La juge a pris une note. Franck a témoigné ensuite. Il a parlé de son travail avec mon grand-père pendant 30 ans. De la façon dont mon grand-père valorisait le travail acharné et l'équité.
Le grand-père d'Antoine m'a dit directement plusieurs fois qu'Antoine était l'avenir de cet atelier. Marc a pris la barre après cela. Leur avocat a posé des questions faciles. J'ai modernisé notre approche, a dit Marc, en développant notre présence en ligne, en développant des partenariats stratégiques. Le contre-interrogatoire d'Éric a été brutal. Pouvez-vous nommer 3 clients que vous avez personnellement apportés à l'entreprise ? Marc a hésité. J'ai travaillé sur plusieurs prospects. Des noms. Je ne les ai pas mémorisés pour le moment. Pouvez-vous décrire le processus de configuration d'une fraiseuse CNC ? Une autre hésitation. C'est ce que font nos opérateurs. Vous prétendez être apte à diriger un atelier de fabrication métallique, mais vous ne savez pas comment configurer l'équipement principal. Je m'occupe du côté commercial. Quel a été le chiffre d'affaires du dernier trimestre ? Je devrais vérifier les registres. Vous ne connaissez pas les informations de base sur l'entreprise que vous prétendez être apte à posséder. Marc est devenu défensif, a commencé à faire des excuses, a dit qu'il déléguait les détails techniques. Stratégie de haut niveau qui a entraîné la perte de 40% des revenus de l'entreprise dans les 3 semaines suivant le départ de l'opérateur principal. C'était du sabotage. Comment quitter un emploi est-il du sabotage ? Mon client a-t-il signé un contrat le forçant à travailler là ? Marc n'avait pas de réponse. La juge a appelé à une suspension. Éric m'a pris à part. Ça s'est bien passé. Le témoignage de ton frère nous a plus aidés qu'il ne nous a nui. Quand nous nous sommes réunis, la juge a regardé les 2 parties. Je vais prendre 3 jours pour examiner toutes les preuves et les témoignages. Je rendrai une décision d'ici vendredi. La cour est ajournée. 3 jours. 72 heures pour savoir si 10 ans de ma vie signifiaient quelque chose ou rien. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Je ne pouvais pas manger, pas dormir, pas me concentrer sur quoi que ce soit. Caroline continuait de m'envoyer des mises à jour de l'atelier. Ton père n'est pas venu depuis 2 jours. Ta mère court partout pour essayer de gérer les choses. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Marc est venu ce matin. N'est resté qu'1 heure. Est parti après l'arrivée du représentant de Badger Manufacturing. Un autre employé a démissionné. A dit qu'il ne restait pas si Marc était en charge. L'entreprise était en chute libre. Une partie de moi se sentait justifiée, mais une autre partie se sentait triste. Mon grand-père avait construit quelque chose de réel, et il le détruisait par incompétence. Vendredi matin est arrivé. Éric m'a appelé à 7 heures. Soit au tribunal à 9 heures. La juge Portier est prête à statuer. Je suis arrivé tôt. Puis Théo est arrivé. J'ai pensé que tu pourrais vouloir un peu de renfort. Tu n'étais pas obligé de venir. Oui, je l'étais. Tu es mon ami. Nous sommes entrés ensemble au tribunal. Mes parents et Marc étaient déjà là avec leur avocat. Ils avaient l'air fatigués, stressés. Ma mère avait pleuré. Franck est arrivé juste avant que nous entrions, m'a serré la main. Ton grand-père serait fier, Antoine. Peu importe ce qui se passe là-dedans. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Portier est entrée, portant une pile de papier. Son visage était illisible. J'ai examiné toutes les preuves et les témoignages présentés dans cette affaire, a-t-elle commencé. Cela implique des questions complexes de succession d'entreprise familiale, d'intention du fondateur et de responsabilité fiduciaire. Mon cœur battait la chamade. Le grand-père du demandeur a clairement documenté sa philosophie sur la propriété de l'entreprise. Bien que son entrée de journal ne soit pas un document juridique formel, elle établit une intention claire du fondateur. Combinée au témoignage de l'associé de longue date du fondateur et à la progression documentée vers la propriété des employés, les souhaits du fondateur sont évidents. Elle a fait une pause. La preuve des contributions du demandeur est accablante. Les témoignages de clients le créditent constamment spécifiquement. Les déclarations d'employés confirment son rôle d'opérateur principal. L'analyse statistique montre qu'il était responsable de 93% de la production au cours de la dernière décennie. Son départ a entraîné un effondrement opérationnel immédiat. Cela démontre que le demandeur était l'opérateur fonctionnel et le moteur du succès de l'entreprise.
J'ai senti l'espoir commencer à grandir. Concernant l'aptitude du défendeur à diriger l'entreprise, je trouve l'épreuve profondément préoccupante. Le visage de Marc était rouge. Ma mère paniquait. Par conséquent, je statue en faveur du demandeur. Le plan de succession transférant 100% de la propriété au défendeur est invalidé comme contraire à l'intention documentée du fondateur et inéquitable compte tenu des contributions du demandeur. Je n'arrivais plus à respirer. Cependant, étant donné l'état actuel de l'entreprise, y compris une dette significative, la détérioration opérationnelle et la perte de clients majeurs, j'ordonne la vente de l'entreprise. Les recettes seront divisées également entre les deux enfants après le règlement des dettes et des dépenses inappropriées du défendeur. Le marteau a frappé. J'avais gagné. Nous sommes sortis en silence. Mes parents sont partis rapidement. Marc m'a lancé un dernier regard haineux, puis est parti en trombe. Eric m'a serré la main. Félicitations, Antoine. C'est une victoire aussi claire que vous pouviez l'espérer. Que se passe-t-il maintenant? L'entreprise sera évaluée et mise sur le marché. Cela pourrait prendre quelques mois. Après que Marc aura remboursé ses dépenses et que les dettes seront couvertes, vous devriez vous attendre à environ 50 à 70 000 euros. Pas de quoi changer votre vie, mais assez pour recommencer. Théo et moi sommes allés dans un restaurant après, avons pris un café à 11 h du matin. Comment tu te sens? A demandé Théo. Je ne sais pas, soulagé, triste, en colère, tout ça. Tu as fait ce qu'il fallait. Oui, mais ça m'a coûté ma famille. Ils se sont eux-mêmes coûté ta famille quand ils ont décidé de t'utiliser pendant 10 ans. N'oublie pas ça. Il avait raison. Mais ça faisait toujours mal. L'entreprise a été vendue 6 semaines plus tard. Une entreprise de fabrication de Lyon l'a achetée, principalement pour la liste des clients et l'équipement. Ils ont gardé Caroline et quelques autres employés. Mes parents et Marc ont perdu de l'argent une fois toutes les dettes calculées. Ma part après tout règlement s'est élevée à 63 000 euros. Pas une fortune, mais assez pour prendre un nouveau départ. J'ai commencé à chercher des biens immobiliers commerciaux autour de Saint-Étienne. J'ai trouvé un petit espace à Andrézieux-Boutéon d'environ 120 mètres carrés. Plancher en béton, porte sectionnelle, bonne puissance, parfait pour un petit atelier de fabrication. J'ai signé un bail, acheté du matériel d'occasion. J'ai dépensé environ la moitié de mon argent en équipement et en dépôt de garantie. J'ai nommé l'atelier Palmer Précision, en l'honneur de mon grand-père. Ça me semblait juste. Les premières semaines ont été consacrées à l'installation, au réglage et à l'étalonnage de l'équipement, à la création d'un site web simple, à l'obtention des licences et des assurances. Puis j'ai commencé à fabriquer des pièces, de petites choses au début, j'ai posté sur les réseaux sociaux, fait savoir aux gens que j'étais ouvert aux affaires. La réponse m'a surpris. Un entrepreneur a appelé pour des supports sur mesure. Un magasin de bateaux avait besoin de raccords en acier inoxydable. Une salle de sport voulait des équipements de musculation sur mesure. De petits travaux, mais qui s'additionnaient. Le bouche à oreille s'est répandu. Les gens se souvenaient de mon travail. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Antoine, ici Guillaume de Précision Dynamics. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Guillaume était leur ingénieur senior, le gars avec qui j'avais travaillé pendant 4 ans. Guillaume, comment ça va? Bien. Écoute, j'ai entendu dire que tu avais lancé ton propre atelier. Nous ne sommes pas satisfaits de Usinage Précision. Tu serais intéressé à travailler à nouveau pour nous? Absolument. Cette commande est devenue mon premier contrat majeur. J'ai travaillé 18 heures par jour pour fabriquer ces pièces. Chaque dimension était parfaite. Je les ai livrées 2 jours en avance. Guillaume a appelé le lendemain de la réception de la commande. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Parlons de vous ramener en tant que notre fournisseur principal. Juste comme ça, j'avais retrouvé mon client principal. J'ai embauché Caroline 2 mois après l'ouverture. L'entreprise de Lyon l'avait licenciée lors de sa restructuration. Je sais que tu es petit, a-t-elle dit, mais je préférerais travailler pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
Je ne peux pas encore égaler ce que tu gagnais, mais je peux offrir un pourcentage des bénéfices une fois que nous serons établis. Marché conclu. Avoir Caroline a tout changé. Elle s'occupait du contrôle qualité et des opérations secondaires. Cela m'a libéré pour programmer et faire fonctionner les CNC, prendre des travaux plus complexes. Nous travaillons en synchronisation. L'entreprise a connu une croissance constante. Plus de clients, de meilleurs projets. Je ne devenais pas riche, mais je gagnais assez pour vivre et réinvestir. Plus important encore, je construisais quelque chose qui était réellement à moi. J'ai vu mes parents une fois après le verdict. Je les ai croisés à Casino environ 5 mois plus tard. Nous nous sommes croisés dans l'allée. Ma mère a immédiatement détourné le regard. Mon père a légèrement hoché la tête mais n'a pas parlé. J'ai hoché la tête en retour et j'ai continué à marcher. Il n'y avait rien à dire. Marc, j'ai appris par les ragots de la ville, a déménagé à Lyon. Il ne supportait pas que tout le monde à Saint-Étienne sache ce qu'il avait fait. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans le commerce de détail. Un après-midi, environ 8 mois après l'ouverture, une femme est entrée dans l'atelier. 30 ans, portant des plans. « Vous êtes Antoine ? » ?»« C'est moi. »« Je suis Nicole. J'ouvre un torréfacteur à la fouilleuse. J'ai besoin d'équipements et de raccords en acier inoxydable sur mesure. Quelqu'un m'a dit que vous faisiez du travail de qualité. » Nous avons parlé pendant 1 heure de son projet. Elle était passionnée par ce qu'elle construisait. « Je peux le faire, ai-je dit. »« Quand avez-vous besoin de la livraison ? » 2 mois. J'ai fait le travail. J'ai tout construit selon les spécifications. Livré à temps. Elle était ravie. Elle m'a envoyé des photos du jour d'ouverture de son torréfacteur. Nicole a commencé à passer à l'atelier parfois. Elle apportait des échantillons de n'importe quel mélange de café qu'elle torréfiait. Nous parlions de la gestion de petites entreprises, des luttes et des victoires. Finalement, elle m'a demandé si je voulais dîner, parler de faire peut-être plus de travail ensemble. Premier vrai rendez-vous que j'avais eu en plus de 10 ans. Cela fait maintenant 18 mois que j'ai quitté l'entreprise familiale. Palmer Précision se porte bien. Revenus stables, clientèle croissante, bonne réputation. Je travaille dur, mais c'est différent maintenant. Je prends des jours de congé. Je vois des amis. J'ai une vraie vie. Nicole et moi sommes toujours ensemble. Son torréfacteur prospère. Parfois, nous parlons de nos futurs, de ce que nous construisons ensemble. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend ce que c'est de construire quelque chose à partir de zéro. Ma relation avec mes parents est pratiquement inexistante. Nous ne parlons pas, ne nous voyons pas. Une partie de moi souhaite que cela puisse être différent, mais une plus grande partie de moi sait qu'ils ont fait leur choix. Je pense souvent à mon grand-père, je me demande ce qu'il penserait de tout cela. Parfois, je sors son journal et je lis ses entrées. Tard dans la nuit dans mon atelier, je ressens sa présence comme s'il était là avec moi, acquiescent. Cet atelier n'est pas son usine. Il est plus petit, plus récent, mais il est le mien. Construit par mes mains. Personne ne peut me l'enlever. 18 mois se sont transformés en 2 ans. Puis 2 ans et demi. Palmer Précision a continué de croître. J'ai embauché 2 personnes supplémentaires. Un jeune nommé Corentin, tout juste sorti de l'école technique, qui me rappelait moi à cet âge, et Thomas, un machiniste à la retraite qui s'ennuyait de la retraite. Nous formions une équipe solide. L'atelier ne faisait pas que survivre. Il prospérait. Puis un mardi matin, j'ai reçu cette bombe. J'étais en train de programmer un parcours d'outils quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Antoine Palmer à l'appareil. Ici André Girard. Je suis le propriétaire de Girard Manufacturing. Nous avons acheté l'ancien atelier de votre famille il y a environ 2 ans. J'ai senti une étrange torsion dans mon estomac. D'accord, je vais être direct. Nous fermons cette installation. Cela n'a été que des problèmes depuis que nous l'avons acheté, mais j'ai entendu de bonnes choses sur votre opération. Je voulais savoir si vous seriez intéressé à acquérir du matériel avant que nous ne mettions tout aux enchères.
Quel genre de matériel? Il y a un tour CNC plus récent, à peine utilisé. Du matériel de soudage, quelques gabarits et montage. Je sais que vous avez probablement une histoire avec l'endroit. J'ai pensé vous donner la première option. J'y suis allé cet après-midi-là. L'atelier semblait différent, plus vide, mais il y avait encore du matériel, y compris la fraiseuse CNC d'origine de mon grand-père des années 80. J'avais appris sur cette machine, passé des centaines d'heures à fabriquer des pièces pendant que mon grand-père me regardait et me coachait. Elle était obsolète selon les normes modernes, mais la voir là m'a fait un drôle d'effet. Cette vieille fraiseuse, ai-je dit à André, elle n'est pas sur votre liste de vente. Ce dinosaure, il ne vaut même pas le coup de le transporter. Nous allions le mettre à la ferraille. Je le prends. Et le tour et ses fixations là-bas. Nous avons conclu un accord. Il m'a pratiquement tout donné. J'ai fait transporter tout à Palmer Précision. Le nouveau tour est entré en production immédiatement. Mais la vieille fraiseuse CNC, la machine de mon grand-père, je l'ai installée dans un coin. Je l'ai restaurée en quelques semaines. Je l'ai fait fonctionner en douceur. Je ne prévoyais pas de l'utiliser pour la production. Trop lente pour le travail moderne, mais je voulais qu'elle soit opérationnelle. Je voulais qu'elle soit dans mon atelier. Une connexion physique avec mon grand-père. Franck est passé le jour où j'ai fini de la restaurer. Il s'est approché de la vieille machine et a passé sa main dessus comme s'il saluait un vieil ami. Je n'avais pas vu cette beauté depuis des années, a-t-il dit. Ton grand-père était si fier quand il l'a achetée. Il a passé des mois à apprendre à la programmer. J'ai appris sur cette machine. Franck s'est tourné pour regarder le reste de mon atelier. Il serait fier de ça, Antoine. Vraiment fier. Il y a 3 ans, je travaillais 80 heures par semaine pour rien. Je vivais chez mes parents. Pas d'argent, pas de vie, pas d'avenir qui soit réellement le mien. Maintenant, je possédais une entreprise, j'avais une relation, j'avais une vie qui valait la peine d'être vécue. Le procès ne m'a pas seulement apporté de l'argent, il m'a apporté la liberté. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité de Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur ce bouton Hype. Cela indique à YouTube que cette vidéo mérite d'exploser.